Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 16h23, notre invité représente 5400 entreprises françaises, 3,4 millions de salariés, 25% de l'emploi. Ce sont bien sûr les entreprises de taille intermédiaire et leur coprésident Frédéric Coirier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin parce qu'évidemment on s'intéresse de près à tout ce qui concerne les ETI sur ce plateau parce qu'on sait bien que c'est le moteur, l'un des poumons de notre économie. Alors comment vont-elles les ETI en ce 3 mai 2021 ? Alors on peut dire que leur situation est bien stabilisée, ça c'est un premier point. Il y a à peu près un tiers des ETI qui ont retrouvé leur niveau d'activité d'avant-crise, ça c'est déjà très positif. On a à peu près 50% des ETI qui sont dans une activité encore un peu en sous-régime négatif, pas de façon trop grave. Et puis il y a 15% d'entreprises qui sont là dans des difficultés importantes, tout ce qui est tourisme, accueil, toutes les activités qui ont été fermées également, le commerce pour certains. Donc on a quand même, et c'est ça qui nous préoccupe aujourd'hui, à peu près 15% des ETI, 750 entreprises qui sont dans une situation difficile. Avec 30% des salariés toujours en télétravail, 8% en activité partielle, ça va se remettre de façon un peu plus normale ou il y en a qui vont rester quand même en télétravail ? Alors ça va être au fur et à mesure des réglementations. Oui. Donc les ETI se sont adaptés, je dirais, en respectant les consignes. Donc évidemment, il est plus facile de travailler sur un certain nombre d'activités en présentiel, mais on le fera au fur et à mesure en fonction, je dirais, des obligations, sachant qu'on a su s'adapter au fur et à mesure des confinements, déconfinements. Mais dans l'ensemble, il y aura toujours certainement un petit peu de télétravail. Oui. Alors vous parliez de un tiers des entreprises de taille intermédiaire qui ont retrouvé le niveau d'avant-crise. Et puis aussi, j'ai vu ça dans votre enquête que vous menez régulièrement, la dernière, là, 38% des ETI anticipent une hausse de leurs effectifs en 2021. C'est un très bon chiffre compte tenu quand même du contexte et d'où on vient. Oui, alors nos différentes enquêtes ont montré qu'effectivement il y avait une très bonne dynamique à la fois sur l'emploi des jeunes, sur l'apprentissage. Nous venons de sortir une enquête avec le cabinet Trendéo qui montre que du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, les ETI ont créé 10 000 emplois. Donc en pleine période de crise, qui est quand même extraordinaire, on aurait tous pensé qu'il y aurait des destructions. Non, on continue à créer des emplois, un peu moins fort évidemment qu'avant la crise, mais la dynamique s'est repérée et elle est particulièrement nette depuis le début de l'année 2021. Donc on voit qu'effectivement il y a un retour d'une certaine forme de confiance et de sérénité pour le futur. Cette confiance, elle est quand même énormément liée à la vaccination en entreprise, qui est très considérée par les patrons d'ETI. Et puis la suite, la conséquence, un pass sanitaire pour recommencer les voyages notamment. Oui, alors il y a deux choses. D'une part, on sait tous que la vaccination va permettre une large réouverture de l'ensemble de l'activité économique. Les entreprises que nous avons interrogées sont prêtes à s'y investir, en tout cas à mettre en place les conditions pour faire de la vaccination d'entreprise. On l'a très très bien fait pendant la grippe, donc c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Donc dès que le gouvernement le souhaitera, les entreprises en tout cas se mettront à disposition. Par ailleurs, on a besoin que nos équipes, notamment à l'international, parce que les ETI font plus de 50% de leur chiffre d'affaires à l'export, se remettent à faire voyager leurs salariés. Et effectivement, ce pass vaccinal européen que nous voyons apparaître et qui, à mon avis, va se mondialiser, il faut vacciner en tout cas les équipes qui voyagent pour aller voir nos clients tout simplement parce que les parts de marché elles se prennent maintenant. Frédéric Coirier, j'ai vu que vous étiez un petit peu inquiet sur la manière dont les prêts participatifs se mettaient en place. Pour deux raisons, je crois. D'abord parce que parfois, c'est un peu restrictif pour les ETI en termes de pourcentage de chiffre d'affaires. Et ensuite, parce que vous avez peur que la place ne les reconnaisse pas comme des quasi-fonds propres, ce qui finalement annulerait leur intérêt. Oui, alors déjà, avant ce sujet, je voudrais qu'on reconnaisse déjà tout ce qui a été fait depuis pendant la période de crise. Ces prêts participatifs, c'est un des instruments de la relance, au même titre que la baisse des impôts de production, le plan de relance, les différents dispositifs. Ils sont très importants pour les ETI et c'est pour ça d'ailleurs que nous posons quelques questions parce que ils sont importants. Ils permettent aux ETI de pouvoir aller mobiliser des capitaux au moment de la relance. Il y a deux questions que nous nous posons aujourd'hui. La première, effectivement, la reconnaissance, puisque la Banque de France, la définition de la Banque de France n'est pas tout à fait claire en termes de reconnaissance de fonds propres. S'ils sont reconnus comme fonds propres, ils viendront renforcer le bilan, la qualité du bilan. Et ils permettront d'aller chercher d'autres fonds pour accélérer. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est une question qu'il faut simplement... Il faut ajuster et préciser les choses. En tout cas, éclairer. Le deuxième sujet, c'est la portée. Aujourd'hui, ces prêts participatifs permettent de lever 12%
du chiffre d'affaires 2019 pour une PME et 8,4% pour une ETI. Ce que nous disons, pourquoi traitement différencié? Une ETI investit beaucoup, c'est la catégorie la plus investisseuse, autant ouvrir ces 12%. C'est tout simplement ça, ça permettra, je dirais, aux entreprises d'avoir plus de capacités et puis encore plus d'entreprises de prendre ce produit qui est en tout cas appelé de nos voeux. Encore un mot, je ne sais pas si vous avez vu, mais le coût des stages en entreprise va augmenter. Il est prévu de passer de 300 à 500 euros, ça dépend de la durée des... Est-ce que c'est une contrainte, ça, de se dire que pour l'insertion, pour l'emploi des jeunes, augmenter le coût d'un stagiaire peut être problématique ou pas ? Ça augmentera pas le potentiel, évidemment, mais après, je ne connais pas exactement le surcoût qui est envisagé. Ce qu'on dit quand même globalement, c'est qu'il ne faut pas augmenter le coût de tout ce qui est apprentissage, formation au sein des entreprises. Quand nous accueillons des jeunes, ils ne sont pas forcément productifs. Ça veut dire qu'on occupe nos propres équipes à former ces jeunes. Donc, je ne sais pas, à mon avis, ça n'est pas la bonne manière d'augmenter le potentiel. Plutôt aider les entreprises à faire rentrer des jeunes dans le monde du travail. En revanche, on peut saluer effectivement la prolongation de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans qui va être prolongée jusqu'à au moins la fin de l'année, je crois. Oui. Et j'imagine que beaucoup de TI utilisent ce dispositif. Ah oui, je dirais oui, mais même avec la modification du dispositif, c'est-à-dire que pour un certain nombre de dispositifs, ils ont été rabaissés en nombre de SMIC, etc. Ça n'a pas changé l'attitude, en tout cas des entreprises, dans cette démarche de créer de l'emploi et notamment d'insérer les jeunes. Merci Frédéric Poirier, coprésident du METI, le mouvement des entreprises de taille intermédiaire, d'avoir été notre invité. Il est 7h30 déjà.